Bien, merci beaucoup, Madame Couchot-Siex, merci beaucoup, Madame Congérino et Monsieur Bréau, pour la qualité et la richesse de votre présentation et notre enrichissement dans les connaissances. Nous allons passer maintenant à une partie questions-réponses, autant dans la salle que pour les personnes qui se trouvent en distanciel. Je les invite à poser leurs questions dans le chat. Et Elsa et Agathe se feront un plaisir de nous les faire parvenir pour que nous puissions les poser à nos invités. Donc peut-être une première question dans la salle. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour vos trois présentations et j'aurais une question. Alors j'ai plusieurs questions. Je vais essayer par en poser une à Antoine. Alors c'est une question plus méthodo, parce que je sais qu'il y a des étudiants du master Galaps ici, mais il y a aussi des étudiants et étudiantes qui préparent le professorat d'EPS, de MEF EPS, qui travaillent ardemment sur leur mémoire de recherche en lien avec leur terrain professionnel. Et alors dans ta présentation, tu as parlé d'entretien d'auto-confrontation toutes les 3 semaines, avec découplage entre des observations et des entretiens, et des choix d'élèves. Alors, est-ce que tu pourrais, sans nous donner toute la méthode que tu as déployée dans le cadre de ta thèse, mais quelques fils, quelques fils directeurs qui t'ont animé, quelques précautions d'usage, quelques réflexions méthodo que tu peux nous partager sur ce travail à la charnière des entretiens et des observations, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur ce format. Oui, en t'écoutant, j'essaie juste de me remettre dedans pour pas faire d'impair. Le premier point que je pourrais développer, c'est que le choix des élèves, c'est basé en plusieurs temps, mais le premier axe, c'était de prendre les élèves qui étaient volontaires, parce que le projet a été sur une année, donc il fallait que j'obtienne des élèves qui voulaient vraiment s'investir à long terme sur ce projet-là. Moi, je me suis pas du tout présenté comme prof de PS, je me suis présenté comme quelqu'un qui se posait des questions sur la non-mixité, afin qu'il ne me considère pas comme le copain du prof, mais qu'il soit plutôt assez ouvert sur les échanges qu'on allait pouvoir avoir. Et puis, du coup, il y avait vraiment 2 outils. Le premier, c'était la vidéo qui a été mise en place dans tous les cours de PS, qui, moi, me permettait de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passait, de pouvoir identifier des actions que je n'avais pas forcément vues en direct. Mais en même temps, parallèlement à ça, moi j'ai assisté à tous les cours et j'étais avec mon petit carnet à noter tout ce que je pouvais entendre et tout ce que je pouvais observer. Et puis à partir de là, l'idée, ça a été, via des entretiens toutes les 3 ou 4 semaines, en fonction des disponibilités des élèves, de revenir vraiment sur ce qui se passait. Alors, dans l'analyse de l'activité, de manière idéale, vous passez le film à l'élève ou au participant, et puis c'est lui qui découpe un peu son activité, qui dit ben là je pensais ci, je pensais ça. Moi j'avais pas le temps avec les élèves, c'était des entretiens d'1 heure max, donc je faisais tout un travail d'anticipation où je sélectionnais les séquences qui me semblaient les plus intéressantes, et je demandais à l'élève de me la commenter. Voilà, en aucun cas j'utilisais le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ci ou pourquoi est-ce que tu fais ça, mais plutôt est-ce que tu peux me raconter ce que tu es en train de faire, ce à quoi tu penses, ce que tu as dit là. Et puis progressivement, ça m'a permis d'identifier des catégories typiques d'activités que j'ai pu ensuite faire travailler sur du court à long terme pour voir comment est-ce que ces actions-là se répétaient tout au long de l'année. Voilà. Et puis ça avec 4 à 5 élèves en fonction des classes. J'ai dit que le premier point c'était sur le volontariat, mais ensuite, moi, une fois que je connaissais un petit peu les élèves, j'ai orienté le choix de profil en fonction de leur réussite en EPS, en fonction des groupes qui pouvaient émerger suite aux premières leçons, pour avoir tout un panel assez hétérogène qui me permettait de voir une vision d'ensemble de la part des élèves. Merci, bonjour à toutes et à tous, merci pour vos présentations. J'ai également une question pour Antoine. J'aurais aimé savoir si aujourd'hui, dans ton métier de prof de PS, tu continues à travailler avec tes élèves en les filmant, en les questionnant sur ce qu'ils ont vécu par rapport aux situations que tu proposes. Tu as dit aussi que tu travaillais sur les émotions, et j'aurais bien aimé aussi que tu développes peut-être ce point-là. Voilà. Du coup, j'ai quitté mon profil de chercheur pour redevenir enseignant, même si je suis un enseignant qui essaie de toujours se poser des questions, mais tu vois, j'ai pas du tout le même rapport avec les élèves, et je peux pas faire des entretiens d'auto-confrontation avec eux parce que ça va être faussé, ils vont pas oser me dire certains éléments, mais tout du moins, j'essaie de mener une activité
pour paraphraser Jacques Saury, au STAPS de Nantes, ils ont beaucoup bossé sur cette question-là, un enseignant qui se veut un peu comme un enquêteur, c'est-à-dire qui essaie d'être au plus près des préoccupations de ses élèves et d'être à l'écoute sur ce qu'ils font. Moi, à partir de ma thèse, ne serait-ce que, tu vois, le choix des groupes, avec qui mes élèves travaillent, j'en ai pas parlé, mais où travaillent-ils dans la salle de sport? Tu vois, on peut remarquer des choses assez pérennes, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont toujours aller au fond de la salle et qui vont être tranquilles là-bas, même parce que c'est aussi une manière de se protéger et de se mettre un petit peu, d'être plus à l'aise face à cette compétition qu'il peut y avoir. Donc j'essaie d'être à l'écoute comme ça. Et puis au niveau des émotions, moi je suis très attentif aux activités de frustration qu'il peut y avoir chez les élèves. Donc j'essaie de répondre un peu à ces frustrations en essayant de les comprendre. Mais en même temps ne pas toujours aller dans leur sens. Voilà, moi je me force à faire des activités artistiques et je me bats chaque semaine face aux remarques qu'il y a encore de la danse. Voilà, j'essaie de le comprendre et surtout j'essaie d'y répondre de manière favorable. Mais pour revenir à ma dernière slide, de manière non pas bizarre mais assez cohérente, les garçons qui arrivent à se rendre compte qu'en danse aussi on peut progresser et faire des progrès, eh bien, les remarques sur on fait encore de la danse, progressivement elles disparaissent. Je ne dis pas qu'ils sont en train d'aimer de la danse, mais il n'y a plus cette gêne qui est qui pollue un petit peu les débuts de cycle en danse. D'abord, merci beaucoup à tous les trois. Je veux en dire un mot comme toi, Sigolène. On a beaucoup de chance de vous avoir tous les trois aujourd'hui. Je voudrais que la salle le sache. J'ai un regret, c'est qu'elle ne soit pas pleine, mais entre les gens connectés en webinaire et les personnes dans cet amphi, c'est déjà super. On a, pour moi, 3 générations de travaux sur l'analyse des pratiques, ce qui se passe en EPS, au prisme du genre. Geneviève, tu es la pionnière de ces travaux. En tout cas, tu as initié, guidé, accompagné la pensée de beaucoup d'entre nous. Et moi aussi, je voulais saluer, bien sûr, ça et te dire que voilà, on essaye, autant que faire se peut, de porter une petite partie de cet héritage et de continuer. Sigolène, tu t'as montré, en tout cas moi je m'en rends bien compte, c'est la montée en puissance de tes travaux, le chemin que tu as parcouru entre ce regard très didactique, sciences de l'éduc au début, aujourd'hui très sociaux, beaucoup plus sociaux sur les rapports, sur la façon dont se fabriquent les choses. Je voulais le ressouligner pour essayer de faire un peu du lien entre vous tous. Et Antoine, je te place dans la nouvelle génération, il y en a des plus jeunes que toi encore dans la salle, mais quand même, avec effectivement cette approche aussi internationale que tu nous apportes, qui est une vraie richesse dans les travaux et dans nos réflexions, autour d'une question qui est malheureusement toujours d'actualité. Je pense que chacune d'entre nous se dit quand même, ça fait 30 ans, je pense à Annick Davis, qui avait déjà engagé ces réflexions-là dès les années 80. Et on se dit, ça fait 40 ans, et on n'a pas réglé le problème. Voire même parfois, moi je vous avoue que j'ai des petits moments où je désespère un peu, parce que je vois de vraies régressions dans le comportement des jeunes. Noémie, elle est restée discrète, hein. Elle t'a posé une question comme si elle était une étudiante lambda, mais elle ne l'est pas. Elle vient de soutenir sa thèse sur le sexisme, l'hétérosexisme, bref, construction, déconstruction du genre en STAPS dans les formations universitaires, et elle est prof de PS par ailleurs. Et donc, elle fait constamment le lien entre les formations et ce qu'elle voit dans ses classes. Et ouais, il y a un peu de quoi, des fois, à se dire, purée, ça bouge pas, quoi. Donc, vous nous avez aidés tous les trois à continuer à réfléchir autour de ces enjeux et limites de la mixité. La mixité, on a cru pendant longtemps que ça serait la solution absolue, hein, que pour sortir du différentialisme, de la séparation des sexes dans laquelle on était dans les années 60 et avant, bien sûr, 60, 70, jusqu'encore les années 80, la mixité allait être cette modalité organisationnelle miracle qui allait permettre enfin de donner aux filles et aux garçons le même enseignement. On s'est rendu compte assez vite que ce n'était pas le cas, donc des critiques, des travaux critiques, Geneviève, tu les as portés d'abord, sur ces illusions, sur ces limites de la mixité. Toi, Antoine, tu arrives quelques années plus tard en nous disant, il y en a qui ont cru du coup... effet de balancier, le fameux balancier de l'histoire, on passe d'une extrême à l'autre.
Allons voir du côté de la non-mixité. Revenons à de la non-mixité, alors que par ailleurs, c'est ce qu'on a vécu pendant des décennies avant. Hein. Mais bon, pourquoi pas? Et tu nous portes ce regard sur les limites de la non-mixité. Toujours pour contextualiser, je remarque qu'au-delà de l'EPS, la thématique devient forte, parce que c'est le mouvement olympique, aujourd'hui, qui s'empare de cette question de la mixité. C'est le mouvement sportif. On va avoir des Jeux Olympiques en 2024, dont le but était de doubler le nombre d'épreuves mixtes. Et on voit bien que le mouvement olympique, le mouvement sportif fait actuellement de la mixité l'alpha et l'oméga de l'égalité. Hein, comme si finalement, voilà. Donc il y a plein de mouvements là qui sont hyper complexes, contradictoires et tout. Moi j'aimerais, et j'en arrive à ma question, tous les trois, j'aimerais votre avis, votre réflexion finalement autour de toutes ces études. Mixité, non-mixité, quels sont finalement vos bilans par rapport à ces travaux et vos conseils, s'il y en avait 2, 3 conseils à donner aux enseignants, ce serait quoi? Moi, je trouve que je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais lorsque je travaille avec mes étudiants ou lorsque je discute avec des collègues, je trouve que cette question de la mixité, elle est paradoxale, parce que d'un côté, on est tous sensibles à cette question-là de plus en plus. Voilà, c'est un domaine sur lequel on se doit de réfléchir, mais parfois, elle énerve. Elle énerve parce que moi j'ai des étudiants qui disent mais monsieur, on a déjà tellement d'autres choses à faire, la fameuse préparation de leçons, le canevas de leçons, les objectifs de situation, bref, les critères de réussite, critères de réalisation, que ils n'ont pas le temps, nous n'avons pas le temps de la traiter et du coup on passe un petit peu à côté. Et je trouve que on a encore des obstacles qui sont de dire réussissons à intégrer cette question de l'égalité en plein cœur de nos leçons, aussi bien lorsqu'on les anticipe que lorsque nous sommes en train de les vivre. Lorsqu'on fait des bilans de leçons, et notamment lorsque des leçons ne fonctionnent pas, on en a tous vécu, hein, moi je continue d'en vivre, il n'y a pas à avoir peur de ça, hein, il y a des leçons qui ne fonctionnent pas. Je trouve qu'on ne prend pas suffisamment le temps de remettre un petit peu ça en perspective en se disant mais peut-être que la question de la mixité peut aussi expliquer les barrières que mes élèves ont vécues ou les problèmes que moi j'ai rencontrés. Il y a un mélange qui n'arrive pas à se faire et ça reste deux options parallèles entre d'un côté ma volonté de faire réussir mes élèves et de l'autre la nécessité de faire cohabiter les filles et les garçons entre eux, alors que je pense que c'est la même chose. Sauf que ça nous demande une gymnastique assez complexe à faire, beaucoup de recul aussi, et c'est pour ça que je rejoins Sigolène lorsqu'elle parle de l'analyse de pratique. Se filmer, se faire observer, enfin, on est plein de collègues, enfin moi dans mon établissement on est 10 profs de PS, mais personne ne se connaît. C'est-à-dire qu'aller voir un collègue, c'est toujours considéré comme mais qu'est-ce qu'il me veut celui-ci à rester devant la porte, alors que c'est une ressource essentielle. Avoir quelqu'un qui nous permet non pas de critiquer, mais de mettre en mots ce qu'on est en train de faire, ça nous fait gagner énormément de temps et je trouve qu'on doit progresser, là-dessus. Sans doute que vouloir faire réussir la mixité, ça passe par une action collective et non pas l'addition d'actions individuelles. Donc moi, j'aimerais qu'on continue à réfléchir sur ce point-là. Ouais, moi, je vais apporter, de manière non étonnante, vu ce que vient de dire Cécile, une réponse plutôt sociopolitique. Alors, c'est cette question-là de... Finalement, c'est ce qu'on disait très vite. On sait des tas de choses. Hein, on a des connaissances très avérées, avec un foisonnement d'études qui montrent toutes la même chose, et ça ne change pas. Alors ça m'énerve. Alors le deuxième truc qui m'énerve, c'est que... Alors c'est un peu comme ce que vient de dire Antoine, mais au lieu... c'est l'idée de dire « Oh là là, on nous rabat les oreilles avec ces trucs d'égalité, mais le genre, mais on sait tout par cœur. Allez, c'est bon, quoi, mais vous nous lâchez. » Visiblement, non, puisque visiblement, on ne réussit pas. Donc il y a quelque chose à comprendre de ce qui fait résistance. Alors, voilà où j'en suis. Aujourd'hui, je me lance, sans filet.
Vous avez vu tout à l'heure, les savoirs ont été faits par les hommes, et notamment même les savoirs sur les femmes, et ça posait un certain nombre de problèmes, puisque ça pose des biais de point de vue. Ensuite, on a eu les savoirs créés par les femmes, sur les hommes, sur la société mixte, et on a dit c'est du féminisme, et du coup, ça crée d'autres biais. Alors, elles ont quand même vraiment, les chercheuses, notamment en études genre, il y a des tas de travaux sur l'objectivation forte, faut lire Harding, Haraway, etc. Il y a quand même eu des efforts de méthodologie extrêmement importants. Donc je me dis, que faut-il faire pour aller plus loin, puisqu'on est sur ce balancier un petit peu peut-être de l'histoire. Alors, il y a quelque chose, c'était en t'entendant, Cécile, quand tu avais fait le retour sur l'étude STAPS, les filles en STAPS, au SNEP, enfin au Centre PS et Société, où quelque chose m'avait complètement interloqué et outré, c'était le fait que des collègues, je ne sais plus si c'était des inspecteurs ou des directeurs de STAPS, enfin des gens qui étaient vraiment très hauts dans la hiérarchie de nos études, qui disaient les filles, elles n'ont qu'à venir, elles n'ont qu'à faire l'effort. Et en fait, je me suis dit, mais ils n'ont toujours pas compris. Ils n'ont toujours pas compris que ce n'est pas ça la question. La question, c'est quelle est la place que les garçons font aux filles dans ces études. C'est le même truc que la cour de récréation. C'est pas que les filles elles choisissent d'aller au bord, c'est quelle est la place que les garçons font pour qu'elles puissent venir jouer avec eux. Et donc je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui est à réfléchir pour avoir des études, des recherches qui soient faites dans des groupes mixtes, paritaires éventuellement, en ayant le souci d'une non-domination. Alors on peut travailler sur l'analyse institutionnelle de ce qui se passe dans le groupe, et puis en ayant un effort de production qui prenne en compte des manières de voir le monde un petit peu en décalage avec nos normes sociales. Mais évidemment, il faut se retrousser les manches. Donc, mesdames et messieurs, à vos ordinateurs. Moi, je n'ai pas vraiment quelque chose de spécifique à rajouter par rapport à ces deux interventions. Comment je pourrais formuler ? J'ai l'impression qu'il y a des a priori internes non explicités derrière chacune des intentions d'études du genre. Quand vous décrivez les comportements des élèves, garçons ou filles, alors les filles étant trop apathiques, par exemple, ne bousculant pas, les garçons qui leur laissent pas de place, et comportement inverse des garçons, j'ai toujours plus ou moins l'impression que implicitement on considère ça comme inéluctable et qu'on ne prend pas en compte le fait que c'est la caractérisation du contexte qui comprend la tolérance ou l'intolérance de l'enseignant qui est en cause pour favoriser certains de ces comportements ou les éliminer. C'est-à-dire que tous ces comportements, ce sont des comportements appris. On n'a pas le gène de la sélection, ça c'est pas vrai. On n'a pas le gène de l'exclusion, c'est un faisceau de forces relationnelles, mentales, idéologiques, etc., qui construisent les enfants pour leur donner des normes à respecter. Je suis un gars, donc je fais du foot, je balance des coups de pied ou n'importe quoi, je m'impose. Donc finalement c'est extrêmement compliqué parce que ça remonte très haut dans l'apprentissage des élèves. Et je pense qu'il y aura encore quelques dizaines d'années qui seront peut-être nécessaires pour qu'on arrive à convaincre les enseignants. Quand ils vous disent par exemple « Ah bah oui, mais moi il faut que je suive le programme, hein, j'ai vraiment pas le temps pour les gars, les filles, tant pis, hein, je fais mon programme », ça veut bien dire que les priorités ne sont pas données. Ce n'est pas une vraie difficulté, c'est une option d'action, une option idéologique qui n'est pas prise. Et donc je pense qu'on ne s'en sortira pas tout de suite. Je vais juste intervenir pour lire une question qui est apparue dans le chat, qui demande si les comportements violents identifiés dans des contextes non mixtes féminins sont aussi fréquents que les comportements violents ou compétitifs des garçons dans les contextes mixtes ou non mixtes.
Donc, il n'y a pas de précision quant à la personne qui est invitée à répondre. Du coup, je pense que vous pouvez toutes les trois donner votre avis. Oui. Cette violence intrasexe, mais finalement, est-ce qu'elle est plus forte ou différente en fonction de la catégorie de sexe que tu observes? En matière de fréquence, la réponse est oui. Ils sont aussi fréquents. La seule difficulté qu'il y a, c'est qu'ils sont moins visibles. Et ils ne s'inscrivent pas dans le même registre. C'est-à-dire que dans la classe de garçons observés, ce sont une violence en lien avec la virilité recherchée, celui qui tape plus fort dans le ballon, celui qui on se pousse, on crie, on se bagarre. Voilà, c'est extrêmement facile à identifier, à entendre aussi. Et en matière de fréquence, on peut le relever sans trop de difficultés. Chez les filles, c'est beaucoup plus difficile. Dans un premier temps, on assiste à quelques comportements de ce type-là, sauf que dans l'étude que j'ai faite, ils ont très rapidement disparu parce qu'ils n'étaient pas acceptés. Le groupe de filles qui dominait voulait que les cours d'éducation physique non mixtes ressemblent plutôt à une fête, un rassemblement convivial qu'à une compétition. Ce qui fait que celle qui voulait jouer un petit peu des coudes, crier ou autre, elle a très rapidement été remise à sa place. Et ces comportements-là ont disparu. Donc on pourrait dire que finalement il y a moins de comportements violents. Mais la réponse est non, parce que ces comportements, ces interactions difficiles qui peuvent y avoir entre les élèves filles étaient beaucoup plus cachés, pas directement visibles par l'enseignante, mais ce sont des regards, des moqueries qui pouvaient y avoir. Donc au niveau de la fréquence, il n'y a pas vraiment de décalage entre les deux, si ce n'est que c'est beaucoup plus difficile à appréhender lorsqu'on est chez les filles. Et la deuxième réponse qu'on pourrait apporter à cette question concerne sur la nature des comportements violents. Chez les garçons, elle est assez facile à observer, je l'ai dit, c'est sur le rapport à la compétition, alors que sur les filles, on est sur des tendances plutôt en lien avec d'autres normes, et là on retombe dans des stéréotypes. Moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi est-ce que Laure, c'était la leader de la classe, alors qu'elle n'avait pas des performances abouties en EPS. Mais non, Laure, c'était la leader de la classe parce que c'est elle qui avait le plus beau ventre. Voilà, c'était considéré comme ça par les filles. Dans les vestiaires, Laure, elle a un ventre plat, donc elle doit avoir une place dans la classe. Elle était respectée par rapport à son physique et à ce rapport au corps-là. Voilà. Donc, voilà, il y avait des critiques qui sortaient vis-à-vis de ce type de rapport au corps-là. Mais c'était plus difficile à apercevoir. Voilà. Est-ce que je peux aller plus loin avec une réponse prise un petit peu en dehors du contexte de l'EPS, mais toujours dans le contexte scolaire, qui est celui des violences à caractère sexiste et sexuel et des cyberviolences, qui est mon dernier objet de travail. Et là, dans qui agresse, c'est intéressant. Alors, ça se déplace un petit peu suivant les caractéristiques des établissements scolaires, mais on a vraiment une répartition qui montre un schéma très stable, mais il est très connu. Hein. Je ne vais pas vous apprendre, ça ne va pas révolutionner la réponse, mais avec la moitié des violences qui sont faites par un garçon seul vis-à-vis d'une autre victime, garçon ou fille. Ensuite, on a un peu plus d'un quart qui est fait par un groupe de garçons. Et puis, enfin, dans le dernier quart, on a un tout petit pourcentage qui est fait par une fille seule, un tout petit pourcentage qui est fait par un groupe de filles et de garçons, et presque rien par un groupe de filles. Et ça, on peut le mettre aussi en lien avec par rapport aux questions liées au viol, notamment dans l'enquête Virage. Il y a une question qui revient souvent sur la table, qui est oui, mais les femmes aussi, elles peuvent être violentes, et les femmes aussi, elles peuvent violer, etc. Sauf que quand même, les statistiques, elles montrent que les femmes que les hommes sont violés, pardon, à 9%, je crois, de tête, et parfois par des femmes, mais aussi parfois par des hommes. 2% de ces viols commis envers des hommes sont faits par d'autres hommes. Mais vous voyez que c'est un faible pourcentage quand même par rapport à l'ensemble des viols déclarés ou non déclarés d'ailleurs.
J'ai fait un petit oubli par rapport à certaines voies d'entrée dans les recherches relatives au genre. Il me semble que c'est la variable sociologique, classe sociale, qui n'a pas été pointée aujourd'hui. Or, si vous écoutez parler des élèves de lycée dans certaines classes, mathématiques, lettres, peu importe, on sait qu'il y a des sections où les filles réussissent très bien, pas parce que c'est une thématique féminine ou une thématique masculine, mais parce qu'elles sont d'un niveau social qui leur a appris la coopération, le respect, prendre du temps avant d'agir, avant de parler, donc inculquer des valeurs qui vont dans le sens de ce que notre système éducatif actuel sollicite et valorise. Et donc des filles en réussite dans des disciplines masculines, comme par exemple les maths et la physique, ça existe, mais on a une propension peut-être à pencher tout de suite du côté de la caricature, et en considérant que les filles sont toujours exclues et les garçons toujours gagnants dans toutes les activités, physiques ou pas physiques, mais masculines, et l'inverse pour les filles. Il me semble que c'est un tout petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que sexe, genre, ça se croise avec catégorie sociale. Catégorie sociale, Fabien, la transition est toute trouvée. Une question au fond. Merci. Alors moi, je viens pas du tout du milieu sportif, mais je viens plutôt du social, puisque je travaille dans la politique de la ville, c'est-à-dire les quartiers dits difficiles, quartiers prioritaires. Et ce que vous venez de dire anticipe un tout petit peu la question que je voulais poser, c'était que tout ce que vous avez dit sur la mixité, la non-mixité vers l'égalité, est-ce que on pourrait tirer des conclusions identiques, voire même aller un peu plus loin, dans ces quartiers où, alors que ce soit sur l'espace public, à l'école, dans les cours d'école, parfois on le caricature, mais on peut observer aussi des pratiques non égalitaires ou des stéréotypes qui sont quand même parfois exacerbés par rapport à d'autres milieux géographiques ou sociaux. Et est-ce que vous avez des éléments là-dessus de comparaison sur ce que vous venez de dire, en fait, quand on vient d'un certain milieu, est-ce qu'on a plus de propension à être dans la coopération? Et est-ce que ça n'a pas aussi un rôle à jouer dans les stéréotypes de genre? Votre question est intéressante, très vaste, et je ne suis pas en mesure d'y répondre vraiment. Je n'ai pas mené d'études sur ce terrain-là, donc je ne peux avoir que des impressions, et je ne sais pas si ça suffit à rendre compte de la réalité. Vous êtes sans doute beaucoup plus compétent que moi. Moi, ce qui m'inquiète ou qui me chagrine, c'est des généralisations abusives. C'est comme si on disait, dans tel quartier, c'est que des ceci, dans tel quartier, là, c'est tout à fait différent, vous allez voir. C'est pas aussi binaire que ça, la vie. Et quel que soit son thème de préoccupation, que ça soit intervenir dans le quartier ou vouloir enseigner une discipline à l'école, je ne suis pas sûre que ça soit si facile que ça à l'interpréter en fonction des types de personnes qu'on a enregistrées en vidéo, questionnées, observées, etc. Alors, je ne sais pas si parmi vous deux, il y a quelqu'un qui peut répondre. Je suis un peu désolée, mais... Oui, je disais, c'est assez symptomatique du fait qu'il y a assez peu d'études, justement, sur ces questions-là, dans les quartiers. Alors, pourquoi on zoome là-dessus? Alors, si vous venez de Lausanne, en plus, il n'y a pas cette différenciation, on n'a pas cette géographie prioritaire en Suisse, mais bon, il y a quand même des quartiers pauvres en Suisse aussi, ça existe.
Et il y a assez peu de personnes qui regardent en fait ce qui s'y passe. Pour autant, il y a énormément d'actions, et notamment d'actions menées par l'éducation populaire ou des clubs sportifs, voire même d'expérimentation dans l'éducation nationale. Justement, comme il n'y a personne qui vient les regarder, ils ont un petit peu le champ le plus libre. Ils n'ont pas les moyens, mais ils ont le champ un peu plus libre pour expérimenter. Et je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à aller regarder, justement pour déconstruire. Et je vous rejoins complètement, c'est pas pour faire en rajouter, mais déconstruire, et notamment déconstruire le discours médiatique et politique qui gonfle autour de ces questions-là, surtout en période préélectorale, évidemment. Non mais c'est sûr, et c'est vrai que enfin, d'une manière générale, je pense on sera ici tous et toutes d'accord sur le fait qu'il y a une déficience de la recherche sur des tas d'aspects. Quand même, il commence à y avoir des choses du point de vue intersectionnel, mais il faut donner le temps à la recherche aussi de se faire. Ce sont des temps assez longs. Il y a quand même eu quelques études. Moi, ça m'évoque quand même le travail de Karine Guérandel, qui est quand même intéressant et qui montre bien ça, enfin, bien comment ça se joue. Et elle le déconstruit justement, ce qui se passe dans les quartiers. Oui, et elle montre ce qui est différent dans le quartier et dans l'école. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses importantes. Et j'ai travaillé avec des éducateurs de l'éducation populaire qui disaient qu'eux, ils voient des enfants qui ne sont pas forcément vraiment les mêmes que ceux que nous voyons à l'école. Donc on est bien au clair sur le fait qu'il se passe des choses à l'école assez spécifiques et sans doute qui accentuent peut-être des caricatures, des comportements caricaturaux. Donc ça c'est une problématique. Alors, néanmoins, quand on discute, enfin moi j'ai juste ce retour d'expérience à vous proposer, quand je discute avec ces gens-là et qui ont des terrains assez divers et souvent très très difficiles, effectivement la question des politiques publiques elle est essentielle. On travaille actuellement sur les cités éducatives et on a des choses qui sont importantes de ce point de vue-là. Et quand j'interroge les cadres et les chargés de mission, l'égalité, c'est pas un sujet. Alors, encore moins le genre. Par contre, chargé de mission dans les établissements scolaires, tu veux dire ? Chargé de mission des cités éducatives. Ah, ok, pardon. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a enfin, ça n'infuse pas encore forcément beaucoup. Et par contre, du point de vue du terrain, les retours d'expérience des collègues éducateurs et éducatrices rapportaient des cas. On a travaillé sur leurs cas. Et c'est là que l'analyse de pratique est importante parce qu'en essayant de promouvoir le foot pour les filles, du temps spécifique pour les filles ou du temps en mixité, etc., on s'aperçoit que on se fait pincer à nouveau par le retour des normes. Et ça, quel que soit le lieu, je dirais, social, la configuration sociale, etc. Donc il y a peut-être qu'on n'a pas encore trouvé certains facteurs qui peuvent surdéterminer d'autres facteurs, mais en tout cas, pour l'instant, du point de vue intersectionnel, on n'a pas réussi à démontrer ça. Je fais la transition vers Loïc et je rappelle du coup aux gens qui sont à distance, qui peuvent lever la main. Si vous ne voulez pas écrire votre question, n'hésitez pas à lever la main ou à nous faire un petit signe pour prendre la parole. Vous pouvez aussi prendre la parole pour réagir. Donc voilà. Question de Loïc Zerdheim. Merci. Je vais poser mes questions et je m'excuse par avance parce que je devrais partir un petit peu avant la fin qui est programmée à 16h30, je crois. Alors j'ai deux questions. Une première pour Geneviève. Alors c'est pas pour entrer dans les débats, c'est vrai qu'autour des termes égalité formelle, réelle, égalité sans condition, sous condition, équité, enfin voilà, on pourrait, c'est important, mais alors je ne vais pas rentrer parce que je sais qu'on a déjà discuté par rapport à cela, mais très intéressant à poursuivre. Moi, j'ai une question sur ce qui m'a semblé dans la présentation être relevé d'une forme de butoir. Je sais que Françoise Vouillot parlait de l'orientation scolaire comme le butoir de la mixité. Est-ce que finalement, avec cette question de l'évaluation, est-ce que l'évaluation en EPS ne serait pas le butoir de l'égalité ? Je dis ça à la croisée de deux chemins. On a bien vu, Joseph, tu as parlé des arrangements évaluatifs, de réguler les notes obtenues en notes souhaitées pour tel ou tel élève. On
on se rend compte aujourd'hui des difficultés qui perdurent dans les établissements scolaires, enfin, voilà, en échangeant avec les enseignants, enseignantes, avec les étudiants et étudiantes. Et il y a quelque chose de montant sur cette évaluation par compétences. Alors moi, j'aimerais avoir ton regard sur cette évaluation comme butoir de l'égalité d'une part, et d'autre part, sur ton regard sur l'évaluation par compétences qui pourrait, je mets des guillemets, hein, des italiques, régler tous les problèmes, puisque on perdrait la note au profit de couleurs jaune, orange, verte. Enfin voilà, bon bref, je caricature un peu le propos, mais voilà, c'est ma première, c'est la question. Et j'aurais une deuxième question pour Sigolène, je dis tout avant de lâcher le micro, avant de le rendre à Cécile. J'ai cru que tu allais poser une question, je me suis dit, ah mince, j'aurais pas le temps de poser les miennes. Et du coup, la question, bah, tu l'as un peu, alors tu en as parlé tout à l'heure sur un instant T dans tes recherches sur les questions de la mixité, qu'est-ce qui pourrait se prolonger. Tu viens d'aborder les questions intersectionnelles. Alors suite à ta présentation qui portait sur voilà, cette intégration progressive du genre, notamment des questions de genre en EPS, bah, quel pourrait être le futur ou les futurs du genre en EPS? Voilà, c'est une question d'ouverture. Geneviève, je vais répondre assez rapidement. J'ai plutôt l'habitude de travailler des données pour interpréter en fonction de questions posées avant. Et là, honnêtement, je n'ai pas de données, ni fraîches ni anciennes, sur l'évaluation par compétences. Donc, ce que je pourrais dire, ça serait du blabla, comme n'importe qui va faire ses courses à Auchan. Donc, alors l'évaluation comme butoir, l'autre question alors. Attends, l'évaluation comme butoir. Alors c'est vrai que les enseignants d'éducation physique ont pris argument des textes officiels qui disaient qu'il fallait évaluer comme ci et comme ça pour dire, bah, mon brave monsieur, là les filles, je peux rien en faire. Vous voyez bien qu'elles sont en dessous du niveau. Donc tout argument et toute nouvelle proposition peut toujours être détournée. Et ça, tous les gamins, tous les ados savent le faire. Hein. Ça peut toujours être détourné pour aller à l'encontre de la bonne initiative, enfin très positive, très chaleureuse qu'il pouvait y avoir dessous. Il y aura toujours des profs qui feront tout ce qu'ils peuvent pour mettre en œuvre les nouvelles, entre guillemets, directives, et que ça soit en même temps profitable aux enfants, aux élèves, aux ados. Mais bon, ça c'est la discussion de marché, hein. Je n'ai pas de données. Dans tes travaux, j'ai l'impression que parmi les butoirs justement pour mettre en place des pratiques mixtes qui tendent vers l'égalité, enfin, l'évaluation revenait oui, vraiment comme c'est l'argument de l'évaluation. Monsieur l'inspecteur, je ne peux pas le faire puisque le barème, il est comme ça. Où on me dit que les épreuves doivent se dérouler de telle et telle façon à telle période. Et on n'a pas pu, je ne sais pas, mettre en place telle chose pour qu'il y ait tels apprentissages, demander en évaluation de telle activité physique. Donc ce n'est pas de notre faute. C'est parce que les élèves ne sont pas arrivés avec le niveau qu'il fallait avant. On peut en enregistrer autant que tu veux des profs qui réagissent comme ça. Mais ça ne résout pas le problème, ça n'explique pas pourquoi certains y arrivent et pourquoi certains n'y arrivent pas. Dans cette évaluation par compétence, à passer par-dessus le binaire, l'opposition, les filles, garçons qui réussissent ou qui ne réussissent pas en éducation physique. Mais ma réponse, elle est... Sigolène, les perspectives de la recherche... Merci Loïc, j'apprécie ta question. Alors... non, mais je veux dire, c'est... Peut-être que je serai ministre un jour. Non, c'est trop tard. Non, c'est une question très difficile. Après, j'ai des petits points, peut-être que je peux juste essayer d'identifier. Certains rejoignent déjà des choses que j'ai pu dire. La première, c'est que parmi nos collègues, et là, c'est collègues au sens vraiment très général, mais notamment aussi ceux de PS, il y a cet effet ras-le-bol qu'on parle de ces questions-là parce qu'ils ont l'impression qu'on remet encore en question. Et il y a encore des collègues qui sont réfractaires
qui sont très attachés au différentialisme, c'est-à-dire au fait que les différences sont ancrées dans la nature. Il y a plein de collègues qui pensent encore ça, donc c'est très difficile de déconstruire ça. L'idée que je me fais, c'est que quand même, dans les jeunes générations, on a des gens qui montent complètement en compétences, je dirais, enfin en tout cas en réflexion, qui ont des réflexions beaucoup plus universalistes ou queer, etc. Enfin, je veux dire, ça commence à faire... il y a quand même des mouvements qui sont assez présents, plutôt portés par les jeunes générations. Là, c'est pareil, c'est caricatural entre générations. Faut pas. Oui, parce qu'il y a des jeunes qui sont très. Absolument. Puis il y a des gens, voilà, qui sont très en avance. Mais bon, globalement, hein, on pourrait dire comme ça. Ensuite, il y a. Mais, du coup, Sigolène, excuse-moi de te couper, mais c'est aussi, il me semble, un travail que tu avais engagé en 2009. C'était finalement en savoir un peu plus sur la question des représentations des enseignants, des futurs enseignants. Tu avais fait, je crois, c'était en 2009, ce travail auprès des M2MEF, oui, où tu avais travaillé justement sur leur représentation, tu avais mis en avant justement ces propos différentialistes, oui, ces croyances différentialistes. Oui. Finalement, où est-ce qu'on en est 10, 15 ans après? Alors, je n'ai pas pu conserver ce même terrain, mais je continue à travailler sur la formation des docteurs chargés de cours, enfin, des doctorants chargés de cours et des nouveaux maîtres de conférences. Et on a encore ces positions. On a vraiment, là, ce que je vous ai raconté, c'est très révélateur dans un même groupe de fonctions, dans un même de rôle à l'université, dans un même groupe comment on pourrait dire, de diplômes. Dans un, voilà, on a ce même type, enfin, ces deux positions très clivantes, avec des débats qui deviennent assez forts. Qui m'ont conduit justement peut-être à penser qu'est-ce que l'on peut faire pour penser une autre échappatoire, c'est-à-dire ne pas rester, les hommes vont produire un savoir masculin, les femmes vont produire un savoir féministe, etc. Et comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour faire de la place et échanger bon, c'est le truc du coaching ou des échanges entre pairs, hein, finalement. Un autre petit point que je trouve assez important, et que j'ai pu mettre en place dans d'autres recherches, justement sur les cyberviolences et le cybersexisme, c'est le fait que les jeunes, et là je parle des enfants, sont quelquefois très lucides sur ce qui est en train de se passer en termes de pouvoir et de domination. Ils ne peuvent pas le dire, enfin, ils le disent avec leurs mots, mais en tout cas, ils arrivent à en donner des traces. Et le film formidable qui est à voir, que vous connaissez sans doute, c'est Espace de Claire Denis, où cette petite fille, elle est en train d'expliquer ce qui se passe de la cour de récréation et pourquoi elle ne peut pas aller jouer au foot dans la cour de récréation. Et elle pose le problème. Enfin, on se dit, mais celle-là, il faut qu'elle soit députée demain, elle va changer les choses, quoi. Elle a 8 ans, la gamine. Donc, en fait, et sur les cyberviolences à caractère sexiste et sexuel, pareil, quand on fait les focus group ou les entretiens individuels, mais surtout les focus group, les jeunes, ils sont capables de vous démontrer, certaines notamment, sont capables de vous déconstruire tout ce qui est en train de se passer. Donc on se dit, c'est un super levier. C'est pas tant qu'ils déconstruisent, c'est qu'ils n'ont pas encore complètement fini leur processus de socialisation sexuée, genrée, et que du coup, ils n'ont pas encore incorporé la puissance de ces normes. Il y a quand même des revendications militantes déjà, chez les plus âgés, fin de collège, etc., où là on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose, une pensée qui est déjà très informée, très forgée et très militante du coup. Hein. Il y a quand même des colleuses chez les gamines de 14-15 ans. Donc on a quand même tout un mouvement là-dessus. Alors par contre, les garçons sont un peu plus absents, mais ils existent. Les soutiens des garçons aux filles sont hyper importants. C'est essentiel. Donc il y a ça, le fait que certains garçons soutiennent les filles et vont comprendre les problématiques aussi, en tout cas essayer de comprendre ou de partager cette compréhension. Et puis la dernière chose, c'est que puisque ces jeunes ont une forme de compréhension de ce qui se joue, parfois ils peuvent expliquer des choses aux adultes, ou en tout cas ils peuvent perturber les adultes sur les choses qui sont déjà très cristallisées, très figées, et questionner, mettre en questionnement. Ça peut être vraiment intéressant à travailler dans les équipes pédagogiques, de travailler avec les jeunes
ou dans les familles, de travailler avec jeunes et adultes des familles, parce qu'en fait, il n'y a jamais de médiation entre les jeunes et les adultes dans les instances de socialisation qui sont soit l'école, soit la famille, soit les espaces éducatifs. Et pourtant, c'est extrêmement riche. Donc, voilà. Il nous reste 10 minutes. Je voudrais aborder un sujet qu'on n'a pas vraiment évoqué. Et j'aimerais savoir si déjà dans vos travaux, vous avez aussi pointé ça. Je fais référence à ça parce qu'avec Alix Parfait, qui est connecté, on est en train de mener une expérience auprès d'une ONG qui s'appelle Play International, qui a mis en place un dispositif de pratique mixte et qui nous demande d'observer, d'évaluer un petit peu le dispositif qu'ils ont mis en place. Et on se rend compte à travers les observations qu'un des arguments majeurs pour s'opposer à la mixité chez les jeunes qu'on observe, qui sont des jeunes de QPV, c'est la question de la sexualité, c'est la question de la réputation qui va se jouer en fait en étant en mixité. Les filles et les garçons ne veulent pas se rapprocher parce que ce qui est en jeu, c'est la mauvaise réputation des filles. Et là, en contexte hétérosexuel, c'est la bonne réputation des garçons qui, du coup, sont vus comme des dragueurs en allant vers les filles. Mais les filles restent à distance parce qu'elles seraient vues comme de mauvaises filles. Et pareil, c'est la question de la sexualité qui crée des problèmes dans des contextes homosexués où les garçons ne vont pas vouloir faire l'activité ensemble parce que c'est le risque d'être considéré comme homosexuel, de faire quelque chose et de se rapprocher trop près d'un camarade. Donc on s'est rendu compte que vraiment, peut-être parmi les résistances aujourd'hui autour de la question de la mixité, la question des sexualités en est une forte et elle a été assez peu traitée jusqu'à présent dans la littérature. Donc on est en train de pointer ça avec Alix et je voulais avoir votre réaction là-dessus. Je peux répondre ? J'ai une question par rapport à ce que tu viens de relater. C'est quel type de groupe social ? On est sur des milieux sociaux défavorisés, on est en quartier populaire. Oui. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Parce que dans d'autres niveaux sociaux, ça ne joue pas du tout. Donc il faut se garder de ne pas attribuer simplement à la variable sexe, genre, ce type de comportement. C'est très fortement lié au niveau social. Mais justement, j'aimerais savoir si finalement on a vérifié ça. Là, on l'observe dans un milieu social particulier, mais vous, Antoine notamment, dans les classes que tu as observées, est-ce que cette question-là de la sexualité, de la réputation est ressortie ? Ou non, pas du tout ? Et du coup, c'est vraiment effectivement quelque chose de spécifique. Oui, bien évidemment, avec plusieurs exemples. Moi, dans ma thèse, chez les garçons, j'ai confirmé notamment les travaux de, j'ai oublié son prénom, mais Madame Garcia, qui avait travaillé sur les arts du cirque. Marie-Carmen Garcia. Voilà, c'est ça. Hein. La difficulté que les adolescents, que les garçons ont eu pour faire acrosport. Le fait de faire une pyramide ou autre. Et c'est aussi pour ça que l'enseignant, progressivement, a trouvé d'autres stratégies qui étaient de dire on va commencer par football ou autre pour un peu casser tout ça et leur permettre de se mettre au travail. Mais ça a été extrêmement difficile de pouvoir faire ce type d'activité artistique. Et pour contrer un petit peu ce rapport à la sexualité ou autre, ils ont modifié la représentation qu'on peut avoir de l'acrosport. L'acrosport est devenu finalement une activité où il fallait prendre des risques. Peu importe la réussite artistique et la beauté du geste, ce qu'il fallait, c'était prendre des risques. Donc, potentiellement, se faire mal, chuter, ou ainsi de suite. Donc, ils détournent le rapport qui était au départ. Le deuxième point que je voudrais souligner, j'en développerai 3. Le deuxième point, c'est en contexte mixte, moi, j'ai été confronté à des garçons, pour pas le citer, Arjun, il cassait sa raquette, donc il en a cassé pas mal, à chaque fois qu'il perdait contre une fille. Parce que c'était impossible pour lui, d'un point de vue culturel, de perdre contre une fille. Donc soit il pétait un plomb, pardon pour l'expression, pendant le match et il s'en allait, soit il allait au bout mais il cassait sa raquette s'il était en train de perdre. Et là, du coup, on est extrêmement en difficulté, nous enseignants, face à ce type de comportement, parce que la réponse, ce serait, on ne le fait plus jouer contre une fille Arjun, ou alors contre des filles où on est sûr qu'il va gagner, mais ce n'est pas une stratégie qui est viable.
Et le dernier point, c'est ce que je vis actuellement. Actuellement, dans mon collège, on est en difficulté parce qu'on a une classe de 4e filles qui a monté une lettre adressée au directeur soutenue par leurs parents disant qu'elles ne souhaitaient plus faire natation parce qu'elles souffrent du regard des garçons. Donc, aucune fille de 4e dans 2 classes ne fait natation. Et on a très peu de pouvoir par rapport à ça parce que c'est une action qui demande une réflexion à moyen terme, et à court terme, c'est difficile de pouvoir apporter des réponses. Et derrière cela, c'est le rapport au corps qui est une nouvelle fois présent. Malgré cela, avec un petit peu de recul, moi j'en ai discuté avec certains parents, je ne suis pas sûr que proposer natation uniquement entre filles soit une réponse hyper favorable, parce qu'on pourrait avoir le même type de remarques qui pourraient émerger. Donc oui, pour répondre à ta question, le rapport à la sexualité est extrêmement préoccupant. Donc, à nouveau, je sors de l'EPS et je vais dans les cyberviolences et les violences à caractère sexiste et sexuel. Et là, on a deux échantillons. L'un qui était sur l'ensemble de l'Île-de-France, avec 12 établissements scolaires. Et un deuxième échantillon 2 années après, qui était sur 10 établissements scolaires, uniquement dans l'Académie de Créteil. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des schémas récurrents et on a des nuances liées à ces terrains. Donc ça va un petit peu dans le sens que tu le suggères, c'est-à-dire qu'on a vraiment un effet classe sociale. Moi, je prends aussi plutôt les aspects culture, etc. Quartier aussi. Comment on doit performer la virilité, ça va être assez différencié suivant les espaces culturels. Et on a donc une très forte prévalence de la sexualité donc dans ce fil transversal, notamment assez alimenté par la pornographie, mais pas uniquement, mais par de la consultation pornographique très importante, qu'on peut mettre aussi, qui va être renforcée aussi par des jeux vidéo qui sont là très standardisés, très différenciateurs des filles et des garçons. Et on s'aperçoit que dans les 2 terrains, sur le premier terrain, les filles déclaraient pas mal de violences à caractère sexiste et sexuel, et des cyberviolences avec des attouchements, enfin des choses qui peuvent être aussi très physiques, pas seulement des moqueries ou de la provocation sexuelle, etc. Et dans l'autre étude, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus les garçons qui vont nous dire qu'ils subissent des violences à caractère sexiste et sexuel, notamment se faire baisser le pantalon, être contraint à prendre son pénis en photo et à l'envoyer, faire des dossiers sur les filles, essayer d'humilier ou de dénigrer, et qui sont extrêmement sensibles à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'humiliation va être pour eux quelque chose d'insupportable, notamment si c'est une humiliation par les filles. Ou alors, par exemple, le garçon qui se fait mettre par une gifle par une fille, ou ce genre de choses. Et voilà, ça va vraiment dans ce sens-là. Moi, je voulais savoir, dans les mouvements féministes et militants et les mouvements LGBT, etc., il y a une forme de retour à la non-mixité, avec notamment le concept de non-mixité choisie. Donc je ne sais pas s'il faut que je situe ce que c'est. La non-mixité choisie, vous en avez entendu parler ou... Oui. Et en fait, je voulais savoir ce que vous en pensiez en tant que solution dans les pratiques sportives, et notamment en EPS. Je veux savoir votre avis là-dessus, sur ce type d'organisation qu'on pourrait qualifier de communautaire ou d'affinitaire, mais qui est parfois présenté par les mouvements militants comme une solution à certains problèmes de sexisme. C'est bien de venir là. Quand c'est la mixité choisie, c'est vraiment ce besoin de se retrouver dans un entre-soi pour retrouver un espace safe, etc. Peut-être, enfin, je le comprends tout à fait dans la société civile ou dans certains moments où on a besoin de faire le point ensemble sur ce qui se passe et sur ce que l'on vit. En éducation physique, il me semble qu'on rentre en conflit avec d'autres finalités de l'éducation. Oui,
Oui, le vivre ensemble, mais pas seulement, mais aussi, oui, notamment sur le vivre ensemble. J'étais en train de penser, est-ce que les vestiaires pourraient constituer ce genre d'espace? Mais en fait, non, je ne crois pas. Donc le problème échappe quelque part et doit se tourner ailleurs. Mais peut-être que vous avez une autre réponse. Moi, je suis d'accord avec Sigolène. Sans doute qu'à certains moments, ça peut s'inscrire comme un espace de protection, ce que j'ai essayé de montrer au départ sur certaines slides, c'est-à-dire à un moment donné, ça permet aussi de faire respirer la mixité, d'avoir ces petits espaces entre soi. Mais d'un autre côté, le risque de cette non-mixité, c'est une nouvelle fois de considérer que oui, on s'affiche comme un groupe différent et on a besoin de cet espace-là, mais à l'intérieur de cet espace non mixte, le risque va une nouvelle fois être d'oublier l'hétérogénéité qu'il peut y avoir et l'émergence de nouveaux rapports de force. Donc peut-être qu'on va leur permettre de respirer un petit peu en se séparant de la mixité, mais on risque de voir émerger de nouveaux rapports. En fait, ils se déplacent, ils ne font que de se déplacer. Alors juste un petit complément, parce que du coup ça m'a fait penser à autre chose, c'est sur l'histoire de ces espaces safe, peut-être pas les vestiaires, mais à la fin de la leçon, proposer peut-être un temps où on peut accueillir ce qui s'est passé, comment on a ressenti les choses, comment on les a vécues, qu'est-ce que ça fait du point de vue de notre expérience. Ça pourrait être quelque chose, parce que par exemple, quand on fait de l'analyse quand on déconstruit les représentations en formation, les filles, elles ont toujours tout un tas de trucs qu'elles ont mal vécus, mais elles n'ont jamais pu le dire, par exemple. Donc peut-être là, ça pourrait être un temps à la fin de la leçon qui pourrait être utile à ce qu'elles puissent dire déjà comment elles ont expérimenté cette mise à l'épreuve. Eh bien, merci beaucoup pour vos interventions et pour votre venue. Je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Si ça... Non, je la laisse. Et c'est tout. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous remercier encore.